Dernière partie de ce Catchacast, les news en vrac, en veux-tu, en voilà. Bien, je ne sais pas dans quel ordre est-ce que vous souhaitez qu'on appréhende les news qu'on a dans notre besace, chers amis. Je vous laisse peut-être me lancer et j'enverrai les visuels qui vont bien, sachant qu'on vous le disait un petit peu en intro. Il y aura évidemment un petit encart dédié à la tragique disparition de Hana Kimura. C'est un peu inévitable. Voilà, je ne sais pas sur quoi souhaitez-vous qu'on parte, Félix ou Alors, Michael. on peut peut-être partir sur ça, histoire Ouais. de crever l'abcès et puis de finir Mhm. sur Stride, qui certes n'est pas forcément très réjouissant, mais au moins c'est moins dramatique, quoi. C'est sûr. Eh bien allons-y. Nakimura, donc qui nous a quittés dans de tristes conditions, hein, vu elle a mis fin à ses jours suite à un harcèlement très très dense de sa participation à la télé-réalité Terrace House. Évidemment, c'est venu, je pense, probablement s'ajouter à une forme d'isolation aussi du fait qu'elle ne pratiquait plus, vu que les fédérations de catch japonaises ont, sauf erreur ou quelques rares exceptions, cessé leur activité. Pour rappel, Anna Kimura, qui commençait à être une très très grosse sensation à la Stardom, comme vous pouvez le voir, hein, qui 22, oui c'est ça, 23 ans même pas, ouais, ouais, elle allait sur ça. Et donc qui a catché autant pour la World Wonder Ring Stardom, qui était la fille aussi d'une très célèbre catcheuse, Kyoko Kimura, emblématique autant par son allure que son catch assez stiff, notamment sur des deathmatch, des matchs deathmatch qu'elle réalisait elle aussi dans différentes fédérations, dont la Stardom où elle a terminé elle aussi. Il y a énormément de choses à dire, hein, évidemment. Pour rappel, hein, c'est une catcheuse qui était métisse, vu qu'elle est née d'un père indonésien. Excuse-moi, Félix, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, 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 Non. je plus soyais juste. D'accord. Et voilà, que vous dire de plus, si ce n'est que moi je vous avoue, et je suis loin d'être le seul à être encore sous pas simplement le choc de l'annonce, mais je dirais le misérabilisme de il y a jamais de bon moyen pour finir ses jours, mais encore moins quand il se termine aussi tragiquement. On peut souligner avant de terminer, et je terminerai avant de vous laisser la parole, sur quelques mots que nous a donné Jérôme de l'équipe à ce sujet-là. Simplement Grand- souligner donc ça. Oui, Félix, tu grand- disais. Pour remettre dans le contexte, c'est un très très grand fan de la Stardom, c'est celui qui suit peut-être le plus Mm. tout ce qui est Joe Puroresu, mais surtout la Stardom chez nous. Il suivait particulièrement la carrière de Hana Kimura, non seulement par son talent, mais aussi par son charisme, et puis parce que voilà, il aime ce genre de catch, et elle, c'était l'une des plus emblématiques de ces dernières années. Et donc c'est peut-être celui qui a, bah, c'est pas un concours du tout, hein, mais c'est peut-être celui qui a été le plus affecté par son décès, parce qu'il suivait vraiment le truc de près, et c'est lui aussi qui, la semaine dernière, durant le live, nous envoyait des messages pour nous dire Anna Kimura, je crois que ça va pas parce qu'elle a posté des Oui, choses, tout à qu'elle fait. C'était assez troublant d'ailleurs. Ouais. s'inquiète, etc. Et puis quand le lendemain matin, on a tous la nouvelle, moi particulièrement, j'avoue, j'étais bon, je suis pas forcément sous le choc comme vous, mais en tout cas le matin, ça m'a vraiment perturbé de me rendre compte que bah, la veille, on était sur le point on était presque au même moment où elle allait mettre fin à ses jours, quoi. Enfin, cette réalité, je vais pas dire ça me hante parce que ça serait exagéré vraiment beaucoup, mais ça me Ça trouble. marque beaucoup, ouais. Oui, oui. Voilà. Sachant que ça a été progressif, comme tu le rappelles, on a commencé à voir quelques tweets apparemment, où elle disait qu'elle n'en pouvait plus. Il semblerait quelques tweets de scarification aussi qui ont été supprimés.
Et voilà, quoi, je dirais le coup près est tombé. Et j'allais dire donc monter progressif sa carrière parce que quand même très grosse sensation en plus de la tristesse de perdre un être humain comme n'importe qui. Elle était bon une sacrée catcheuse, très mise en avant, vainqueur du Cinderella Tournament en 2020. Ça d'ailleurs, ironiquement, Jérôme était passé la dernière fois en date pour nous annoncer ça. Et surtout, donc en plus, une des premières catcheuses à participer dans un main event brandé, on va dire, catégorisé NJPW au sein du Tokyo Dome. Voilà, je crois que je vais probablement m'en mêler les pinceaux si je continue, donc je vais lire le petit mot que nous a donné Jérôme, qui je pense reflète assez bien la situation. Donc je lis texto, hein, évidemment, petit message qu'il m'a envoyé. Ma contribution pour demain, en mode ado de 14 ans. Anna, c'est cette lutteuse tellement bruyante qu'on peut suivre ses combats les yeux fermés. Hana, c'est cette lutteuse tellement charismatique qu'elle n'a pas besoin de ceinture. Hana, c'est cette lutteuse tellement sûre d'elle qu'elle perd un match du dernier 5 Stars au Grand Prix en 14 secondes. Hana, c'est cette lutteuse tellement sûre d'elle qu'elle finit quand même par gagner ce même tournoi. Hana, c'est cette lutteuse tellement fun qu'elle affiche la championne Mayu avec une peau de banane à la main sur des photos officielles. Hana, c'est cette lutteuse puissante qui a un petit cœur romantique hors du ring. Hana, c'est cette lutteuse qui a comme finisher un missile dropkick suivi d'un package pile driver et comme prise de soumission un nom de fleur, Hydrangea Hortensia en français. Je relis tout ça et je m'aperçois qu'en fait c'était, et ça me tord le ventre, et ça me brouille les yeux, et je décide que pour moi, ce sera Anna. Voilà, bon, toujours un petit peu délicat d'enchaîner après ça. On vous invite très sobrement à deux choses. La première, c'est vous informer, même si c'est malheureusement un peu tard, de sa carrière, parce que c'était aussi fulgurante a-t-elle été une très bonne catcheuse, et c'est, j'ai envie de dire, sans faire virer d'Alara Cole, ce qu'on retient au catch-à-casque au-delà du personnage humain. Et puis la deuxième, c'est évidemment de rappeler, pour ceux qui ne vont pas bien, ou qui ont des proches Oui. aussi qui ne vont pas bien, qu'il existe effectivement des lignes d'écoute, qu'il existe aussi des professionnels à qui on peut conseiller, des gens qui n'ont pas l'énergie, ou simplement, si vous êtes concerné, ne pas hésiter évidemment à en parler. Ça peut paraître une dimension un peu opportuniste, un peu basique, mais voilà, ça ne mange pas de pain de vous dire que si vous n'allez pas bien vous-même, il y a des gens au-delà même de vos amis et de vos proches qui peuvent vous entendre et essayer, espérons-le, de vous faire aller mieux. Et pareil, à l'inverse, ne fermez pas les yeux, même si vous avez un doute. Il y a une différence entre être intrusif et se faire un réel souci pour des gens dans son entourage, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous pouvez. Oui, Oui, tu faisais la blague tout à l'heure qui n'avait rien à voir, parce que ouais. c'était sur SOS Amitié, mais en Oui. France, ça existe encore SOS Amitié. Mm, Donc, mm, mm, c'est un numéro qui est supervisé hyper bien depuis des années. Donc c'est un système à qui on peut faire confiance, entre guillemets. Après, ouais. j'ai jamais eu ce genre de situation, donc je peux pas juger, mais Je peux enfoncer le clou là-dessus et je pense qu'on passera à autre chose, simplement pour dire que oui, c'est bête à dire, mais ce sont des gens qui sont formés, des professionnels, donc vous avez un lien qui peut être fait, et en même temps, pour ceux que ça inquiète, évidemment une dimension excusez-moi, j'en perds mes mots, une dimension on respecte votre vie privée, c'est-à-dire d'anonymat, pardon. Donc si vous ne voulez pas forcément dire qui vous êtes ou être mis en relation avec des professionnels, c'est tout à fait respecté. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la force que ça ne va pas et que vous pouvez vous saisir de ces numéros, de ces endroits-là, à le faire, ou en tout cas à conseiller des gens à le faire. Voilà, très difficile évidemment, vous en doutez, de faire une transition après ça, mais on va quand même le faire. Sur quoi souhaitez-vous enchaîner, les amis? parler, et surtout Michael, je crois, de The Last Ride, épisode 3, Ouais. la série documentaire sur les dernières années, entre guillemets, en cours, parce qu'il n'a pas pris sa retraite techniquement, de The Undertaker sur le WWE Network. En plus, c'est le dernier épisode avant une pause de, je crois, 2-3 semaines.
Le prochain épisode, ce sera sur son match avec Goldberg en Arabie Saoudite. Donc ça risque d'être très intéressant. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Mickaël qui n'a pas parlé depuis longtemps là-dessus. Yes. Non, oui, moi j'ai commencé à trouver ça un peu moins bien en fait, cet épisode, qui donc le troisième épisode parle des super shows en fait. C'est un petit peu l'avènement des super shows avec d'abord des shows en Australie. Enfin non, je crois qu'il y a si je me souviens bien, il y en a un. Il y a le match avec Rousseff d'abord, peut-être, qui doit être en Arabie Saoudite, je sais plus, je crois. Et après il y a les matchs, il y a je me souvenais pas qu'il y avait autant de matchs, c'est dingue, mais il y a eu tout un enchaînement en fait de matchs. D'abord Taker Triple H, j'avais oublié en fait, il y a eu un Taker Triple H solo qui était pas, pas trop catastrophique visiblement. Après il y a eu ils ont enchaîné sur en fait sur le Taker Triple H il y avait Shawn Michaels et Kane qui étaient en soutien. Et à la fin, du coup, il y a eu une réunification des équipes légendaires, des Brothers of Destruction et donc de Triple H et Shawn Michaels. Et donc, ils ont eu leur match à 4 qui a été absolument catastrophique en Australie, si je ne me trompe pas donc. Et c'est celui-là dont il parle pas mal. Ce qui m'a un peu gêné, enfin, Non, c'est en Arabie Saoudite. c'est en Arabie Saoudite le match en équipe, ok. Donc, ce que je trouve un peu plus gênant, c'est que comme en fait, il commence à parler de l'Arabie Saoudite, ce qui avait de bien dans ce documentaire, c'est qu'on avait l'impression, pour une fois, il y avait un documentaire qui WWE, qui balançait un petit peu la réalité et qui nous parlait un peu des choses vraiment. Et comme là, ils nous parlent d'un sujet un petit peu délicat sur lequel ils peuvent pas vraiment tout nous dire, parce que par exemple, Shawn Michaels essaie de nous expliquer pourquoi il a accepté le match, mais on sait pourquoi tu as accepté le match, Shawn, Ouais. c'est bon, t'es pas obligé de trouver des raisons. Tu as accepté le match parce qu'ils t'ont payé, je sais pas, 2 millions de dollars, ou un truc comme ça. Voilà, bon. Et du coup, il y a soudainement à côté, bon, c'est un document, on retrouve un peu dans le problème des documentaires de bleu, c'est-à-dire que c'est un documentaire, mais où on dit ce qui nous arrange, donc en fait, on retombe un petit peu dans le factice, quoi. Donc du coup, c'est un peu moins intéressant, je trouve, même si ils sont quand même assez honnêtes sur surtout le match à 4, match tag team, qui est une catastrophe absolue, où ils en rigolent pas mal, mais on sent que c'est moins désastreux pour Taker, vu que il a déjà eu tout un parcours il a essayé d'avoir son dernier match, puis ça marchait pas, puis il a réessayé, puis c'était le bon, puis c'était pas assez long, puis il a réessayé d'en avoir un, puis c'était pas bon. Donc mais maintenant il a un peu accepté que de toute façon il était pas prêt d'arrêter, qu'il allait continuer. Donc on sent c'est un peu une espèce de routine dont d'ailleurs Michelle McCool rigole un petit peu parce qu'elle sait que de toute façon bon, voilà, c'est pas prêt de s'arrêter quoi. Ouais, on sent aussi, elle en rigole, mais on sent qu'elle en a marre, quoi. Et de ce point de vue-là, en tant que fan, personnellement, je me reconnais un peu parce que on a envie que ça s'arrête, quoi. Malheureusement, j'adore l'Undertaker, j'adore le personnage. Moi, ma passion, elle est née aussi avec lui, donc ça serait dommage de le voir partir, mais du ring en tout cas. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça plutôt triste, plus que drôle. Après, les trois points que je vais retenir de cet épisode qui était effectivement un peu décevant, mais bon, voilà, c'est un documentaire WWE aussi. C'est pas parfait, quoi. Puis on sait qu'il y a des choses qui vont pas être montrées ou qui vont être un peu détournées. Comme le match avec Tupolev, tu vois, tu dis apparemment ça c'était pas si catastrophique que ça. Moi à l'époque, je m'en souviens, tout le monde l'avait critiqué parce que c'était super long, que c'était super lent, que ils avaient beaucoup de difficultés, etc. Donc voilà, ça c'est un truc qu'ils n'ont pas forcément dit. Donc les trois points que je retiendrai, ce serait l'image de Vince McMahon, Brock Lesnar et l'Undertaker, et je crois que Kurt Angle, à un dîner en Arabie Saoudite. Ne serait-ce que cette image-là, on n'en a jamais vu, on n'en a jamais entendu parler, ce genre de truc. Je trouve ça iconique comme On truc. avait vu cette image, c'est le Ah ouais, dîner, le je gros me- dîner avec tous les catcheurs qui est un peu ubuesque, où ils sont tous là. fou. C'est hyper Ça, bizarre et on avait vu à l'époque ça. Ouais. on dirait Indiana Jones, le temple maudit, quoi. C'est un truc de fou. Le deuxième point,
ce serait le fait, quand il reparle de Triple H, de Shawn Michaels, il remontre les matchs de WrestleMania 25, 26, 27, 28. Ils disent à quel point ils sont importants, non seulement pour le catch, mais ça on le savait, mais pour eux surtout. Ils le disent vraiment sincèrement, quoi, que surtout l'Undertaker. Il passe beaucoup de temps à dire que c'est très important pour lui et sa carrière et tous ces matchs-là, aussi tard dans sa carrière. On voit les images aussi où, après les matchs, ils sont dans les bras l'un de l'autre, notamment avec Shawn Michaels, où on voit qu'il tressaute un peu, donc il devait partager aussi des larmes, quoi. Je trouvais ça vachement fort, même si c'était très, très subtil, quoi. C'était pas hyper mis en avant comme image. Et puis le dernier point, et c'est le truc qui m'a le plus perturbé, mais pour le coup, c'est peut-être un des points forts du documentaire jusque-là, c'est de montrer que l'Undertaker, c'est pas un mec, en tout cas, c'est plus maintenant avec ce documentaire, une figure mystique du catch, parce que le mec, c'est un père, il a une petite fille, et la petite fille, elle s'en fout que son père soit l'Undertaker, elle kiffe John Cena, et lui, il est aux petits soins avec elle, en tout cas de ce qu'on en voit. Ce côté, l'Undertaker, c'est non seulement plus cette figure mystique qui avait des mystères dans le catch, dont les catcheurs avaient un peu peur, une espèce d'angoisse de respect ou ce genre de truc. Non seulement c'est plus ça, parce que maintenant on voit qu'il a des doutes, on voit qu'il est généreux avec certains catcheurs, etc. Hmm. Mais en plus, c'est un mec lambda qui boite, mais qui est papa, etc. Moi, je sais pas pour vous, mais ça me perturbe un peu, même si je suis content de voir ça, parce que c'est la réalité des choses et ça amène une profondeur au mec. Mais Alors, Bah, en tant que fan, ça a trop duré, hein. Moi, j'ai pas vu, contrairement à vous, l'épisode, mais oui, ça a trop duré pour pas arriver à boucler cette boucle qui aurait pu rester comme ça, nimbée de cette espèce de mysticisme. par rapport à ce que tu dis, Félix, sur le côté, il est plus humain maintenant, et donc c'est plus. Je pense aussi, même sur le côté, c'est vrai que moi je l'imaginais, moi j'ai toujours entendu que c'était un petit peu le daron backstage et qu'il fallait pas trop rigoler et tout et tout. Et à mon avis, il cherche quand même vachement à donner une image très positive de lui, mais à mon avis, parce que c'est vrai que là, ça donne l'impression qu'il est hyper cool et que limite, si t'es un petit catcheur, tu vas lui faire la bise, c'est bon, c'est trop cool et tout. Mais mais à en mon tout avis, il doit quand même toujours avoir un petit côté, c'est quand même une grosse star qui doit, même si, de toute façon, c'est aussi le fait que depuis, il nous a expliqué dans le documentaire que depuis sa commotion contre Lesnar, oui. il a vachement perdu sa confiance en lui. Donc voilà. Maintenant, ceci dit, je pense quand même que le documentaire cherche à l'humaniser. Du coup, c'est un peu l'idée aussi, mais qu'à mon avis, il y a quand même toujours une grosse histoire. C'est quand même une grosse star. Il y a toujours une grosse histoire de hiérarchie, tout ça. Enfin, ils n'ont pas montré les côtés moins cool. À mon avis, c'est quand même un petit Oui, peu. oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est Ils sûr, ont mais montré Michel. pour moi, c'est à double tranchant cette histoire d'humanisation parce que, à la fois, euh, ça me touche, entre guillemets. Je sais pas, tu accèdes à une dimension de cette personne qui est différente de ce que tu connaissais depuis des années. Et à la fois, comme je l'ai dit, ça me perturbe aussi, quoi. Je sais pas, quand on va annoncer son dernier match à WrestleMania, mais vraiment le dernier match d'emblée, je sais pas comment je réagirais. Du coup, est-ce que je vais vraiment le considérer comme cette figure un peu mythologique qu'on avait jusque-là, ou est-ce que bah, ce sera l'Undertaker, ce mec tout cassé, je le considère déjà tout cassé, mais non seulement tout cassé, mais en plus euh, père de famille, etc. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas comment les fans vont l'aborder, cet Hmm. Undertaker post-documentaire, quoi. Mais c'est vrai, ça, t'as raison, c'est assez intéressant. C'est vrai que ça va être bizarre de le revoir maintenant, en fait. On va avoir une image complètement différente de lui parce qu'on n'avait jamais connu l'individu derrière le personnage, en fait. Et maintenant, on le connaît. Donc maintenant, on va y avoir un côté The Wrestler d'Aronofsky, voilà, où il va arriver comme un mec tout pété, un peu pitoyable. D'ailleurs, peut-être qu'il va regretter ça, en fait, parce que je suis pas sûr qu'il veuille qu'on ait cette image de lui, en fait, parce que lui, Ah, il a l'air quand il même a de cherché vouloir aussi, quoi. qu'on... Je suis désolé d'être Mhm. un peu sec, mais il a cherché aussi. Bah après, ouais, non, c'est Parce que vrai que c'est intéressant, la peut-être que... patte du gain, ça va 2 secondes, mais je pense que le mec, c'est bon, quoi. Il avait de quoi, largement de quoi laisser
un pactole au sien et enfin bref, je sais pas. C'est l'esprit de contradiction de plein de catcheurs, quoi. C'est le syndrome Ric Flair, c'est le syndrome Terry Funk. Ça, tu vois, encore cette dimension-là, ça m'étonne pas, quoi. Il y a tellement de catcheurs qui Hmm. aimeraient finir comme ils aimeraient finir. Enfin, je veux dire, ils en ont fait tout un plat sur Shawn Michaels qui avait réussi à finir en beauté, à dire non à chaque fois. Mais finalement, même lui, il a dit oui au Saudi Money, là, à l'argent teinté de sang de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, cette dimension-là, ça me choque pas du tout, quoi. Et dans le cas de Shawn Michaels, il avait de la chance et je pense qu'on ne se souviendra pas de ce match en Arabie Saoudite et qu'on se souviendra de son dernier match en fait. Alors que Taker, lui, Il a il n'a trop pas remis su le couvert, terminer. quoi. Ouais, ouais. Et voilà, et du coup, ce qu'il cherche, ça n'arrivera jamais parce que c'est trop tard de toute façon. Oui, je suis C'est d'accord. vraiment, c'est l'histoire. Moi, je voyais, j'ai vu il n'y a pas longtemps, pour parler un peu cinéma, j'ai vu la Baie des Anges de Truffaut sur le jeu avec Jeanne Moreau, qui est un vieux film. Et c'est un peu une histoire de casino en fait. À chaque fois, là, The Last Ride, ça me fait vachement penser au casino. C'est-à-dire que c'est un peu, euh, tu as perdu ton argent et tu veux essayer d'en regagner, mais en fait, tu en perds de plus en plus et tu sais pas comment t'arrêter parce que tu te dis, eh ben non, mais il faut que je veux pas partir sur une défaite, Je vais donc me il faut que je continue refaire. à jouer, que je continue à jouer. Et, Donc malheure- c'est un peu sans fin. et malheureusement, dans le cas du casino, au bout d'un moment, le casino, il t'arrête ou ce genre de truc, Ou même pas. il s'en met plein les fouilles. Et justement, il y a Vince McMahon derrière qui, lui, c'est presque. Il a une part de. C'est pas de sa responsabilité entière, parce que c'est celle de l'Undertaker, la plus grosse part. Mais il a quand même une part conséquente de responsabilité dans cette histoire, parce que c'est aussi à lui de dire, ok, je vais arrêter de me faire du fric sur ce gars-là et d'exploiter son corps Ouais, et de retenir enfin. C'est son c'est existence. acquis que c'est pas Ah, envisageable mais pour lui. bien sûr que c'est acquis, mais faut pas l'oublier, quoi, ce point de Non, non, détail. mais de toute façon, je pense que personne d'un peu éclairé. Il est conscient que l'Undertaker, il revient parce que c'est Vince McMahon qui lui demande. Est-ce que si on changeait Vince McMahon, qu'on mettait Stéphanie, par exemple, à la place, et qu'elle lui demandait viens, 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 s'il te plaît, est-ce qu'il serait vraiment à chaque fois prompt à dire ok, c'est parti, quoi. Tu vois? Je sais pas. Il y a un truc aussi qui me paraît important dans le documentaire, c'est qu'on comprend quelque chose qui peut être assez important dans l'histoire de la WWE et expliquer pas mal de choses. C'est que le plus important à la WWE, avec Vince McMahon, c'est la loyauté en fait. Et on nous dit clairement que Taker est le mec le plus loyal qu'il ait jamais vu. Et qu'en fait, même si il se trouve que c'était possible parce que Taker a toujours été et resté, c'est ce qui est assez extraordinaire, est resté un personnage efficace pendant des générations et pendant 30 ans. En fait, s'il n'avait pas été si loyal, si à un moment donné il avait voulu aller à la WWE ou ailleurs, ou s'il avait été moins loyal, ça serait qu'elle n'aurait pas duré si longtemps en fait. Il y a un moment donné, Vince McMahon lui aurait planté un couteau dans le dos, comme il fait à absolument tout le monde. Et il l'a jamais fait avec Taker, parce que Taker a été loyal avec lui. Et, euh, et c'est à un moment donné, c'est là qu'on voit que c'est ça ce qui fait la différence. C'est que tous les mecs d'aujourd'hui, il y a toujours un moment donné où quand ils décident de rester en famille parce que il y a le Covid ou un truc comme ça, pour Vince McMahon, c'est bon bah ok, bon bah je note, t'es pas un soldat qui me donnera ta vie si je le demande, donc moi aussi peut-être que à un moment donné, je me passerai de toi, voilà quoi en fait. C'est un, C'est une composante hyper importante à la WWE. c'est un jeu Telltale Games en fait, Vince McMahon. Vince se souviendra de ce choix. Voilà, pour ceux qui ont la référence sur les jeux Walking Dead et tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments de news ou simplement sur The Last Ride aussi d'ailleurs, sur cet épisode-là? Ou est-ce qu'il y avait d'autres news que vous aviez à l'esprit, et chers amis? Moi, pas Pas particulièrement. spécialement. Je noterais peut-être une news que j'ai vu passer en flash éclair de Tanahashi qui faisait un peu un shoot contre le catch américain et le catch en général, qui disait pas assez responsable
en expliquant que c'était pas normal que le catch ait repris ces temps-ci, Ouais. alors que la NJPW et le Japon, en règle générale, sont exemplaires à ce niveau-là. Mais bon, après, c'était simplement pour souligner le Moi, si je contraste. peux, Oui, oui, bien si sûr, je peux vas-y, me Michael. permettre Vas-y, de vas-y. réagir, je trouve que parfois, avec toute cette crise du Covid, c'est un petit peu tout ou rien. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui pensent que c'est un complot et que c'est pas vrai, ou alors que on s'en fout et qu'il faut faire n'importe quoi. De l'autre côté, et je vois vachement ça aux États-Unis, et pas mal chez des podcasteurs justement de catch, il y a un côté, on oublie, c'est ça qui est difficile avec cette maladie, c'est que d'un côté, il faut comprendre à quel point c'est important que que l'épidémie aurait pu être encore beaucoup plus catastrophique et il fallait à tout prix faire le confinement et compagnie. D'un autre côté, il faut quand même arriver aussi à garder en tête que elle tue un très petit nombre de gens dans une catégorie bien particulière et que c'est pas non plus la peste qui tue tout le monde en 3 secondes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que à entendre parfois les gens, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que parfois, quand j'entends des podcasteurs dire ah, ils sont complètement inconsidérés à reprendre le catch, vous imaginez si quelqu'un attrapait la maladie, mais ça serait absolument incroyablement grave et tout et tout. Non, il tousserait pendant 2 semaines probablement. C'est des catcheurs en bonne santé. Ce que je veux dire, c'est que ça paraît délirant, mais il y a une espèce de paradoxe entre l'ensemble de l'épidémie qui est très complexe et qui est grave et qu'il faut arriver à gérer en faisant des sacrifices dans la société, et le fait que ça reste une épidémie qui n'est pas si grave de point de vue individuel Alors, et surtout sur un je groupe de souscris gens pas comme des trop. catcheurs. Je souscris pas trop sur la dimension tendance plutôt à amoindrir l'impact du Covid. Par contre, ce que je retiendrai, c'est plus la dimension potentiellement peut-être raisonnée de fonctionnement en bonne intelligence. Et Félix avait beaucoup souligné ça sur les messages qui étaient envoyés par la WWE avec Stephanie McMahon qui s'exprimait, qu'est-ce qu'elle disait ou pas du virus, de savoir quelles règles sanitaires on peut respecter, dans quelle cohérence et tout ça. C'est à partir du moment où c'est lancé, comment tu fais au mieux pour protéger les gens. Mais après, Donc, le discours d'amoindrir comme ça l'impact du Covid, je suis pas j'adhère pas trop sur non, peu importe les cibles effectivement concernées. Parce moi non que plus, moi non même si les personnes concernées sont moins enclins à être touchées, elles sont pas à l'abri de mettre d'autres en danger. C'est toujours le Non souci. seulement ça, et puis Oui, parfois mais peuvent être graves, même quand on est Ouais, jeune, fraîchement athlétique, ouais. etc. Ça, Savoir, faut. on a les règles de confinement, et surtout, heureusement, qu'on a une médecine moderne, parce que sinon, ce serait Bien pire. bien pire. Mais surtout, ce que je voulais dire par rapport à ça, est-ce que tu disais par rapport à ce que dit la WWE sur la pandémie en général, c'est-à-dire qu'elle ne l'aborde quasiment pas publiquement, et ensuite qu'elle fait effectivement des tests actuellement, mais elle a mis du temps pour les faire, et Hmm. ce n'est que des tests de température pour Hmm. l'instant, il n'y a pas de test à écouvillon type dépistage PCR, c'est-à-dire que on met un gros coton-tige dans le nez, on fouille là-bas dedans, et puis on analyse ce qu'on a dessus, et s'il y a des particules virales, et ben on les voit, et donc on peut dire que la personne est contagieuse, non seulement infectée, mais contagieuse, parce que c'est dans son nez, donc dès qu'elle tousse ou qu'elle éternue, elle peut le transmettre, le virus. Ça, par exemple, je crois que la EW, je ne sais plus si elle fait des tests sérologiques, c'est-à-dire qu'elle regarde dans le sang si on a des anticorps, et donc si on a une immunité qui se forme de la maladie. Donc je ne sais plus si elle fait ce genre de test ou des tests PCR, mais en tout cas, elle le fait. Elle fait le check-up température, et elle fait les tests de catcheur très régulièrement, en tout cas à chaque fois qu'ils arrivent, Hmm. qu'ils sont amenés sur place, là où ils enregistrent les shows. C'est déjà Donc un peu plus rassurant, oui. Et puis même voilà, mais d'un point de ça vue c'est... beaucoup plus léger, au-delà de ton éclairage scientifique, et je te redonne la parole juste après, excuse-moi, il y a aussi la EW, ils ont fait le choix depuis quelques shows, alors même si c'est très américain
dans le côté, bon, je dis ça, mais en même temps, on a eu pendant des mois à 20 h les gens qui clapaient à leur fenêtre aussi, hein, chez nous, mais on a une petite pastille depuis quelques semaines à Dynamite avec rendons hommage à nos soignants, avec des types qui prennent leur maillot et mettent le nom des soignants à la place de leur nom, et les catcheurs qui parlent du courage de ces héros, etc., etc. Bon, on pourrait faire une Euh, émission entière pour expliquer et le... voilà. Ah, on le fera, on a dit qu'on la fera, on la fera en temps voulu. Mais en plus, à la EW, c'est pas une bataille de WWE ou de AEW, Ouais, mais ouais, bien simplement, sûr. c'est les deux fédérations qui actuellement diffusent du catch et qui forcément sont mis en porte-à-faux par rapport à la question de la pandémie. Mais la EW, par exemple, dans ses promos, enfin, Cody l'a dit, par exemple, cette semaine, il a dit le mot pandémie. La WWE, elle n'a jamais dit le mot pandémie, par exemple. Donc, ne serait-ce que admettre la réalité des choses sans forcément dramatiser C'est une ou responsabilité politique, ouais. il faut quand même le dire. La WWE, elle se place clairement du point de vue de dans 5 ans, si on doit remontrer une image d'un show, on ne dira pas qu'il y aura eu de pandémie à ce moment-là. Oui, il y avait pas de fans, c'est un peu bizarre, mais on va pas le dire. Mais c'est des Voilà, connaisseurs, c'est hein. comme Moi je serais même pas étonné qu'ils fassent des montages d'angles et de trucs pour masquer ça un maximum, hein. Comme on a eu des matchs de catcheurs qui ont disparu, les Chris Benoit et compagnie, enfin, bref. Bref, soyez vigilants. Quand les images prennent position, petite référence qui n'a rien à voir, mais un super bouquin d'un monsieur qui s'appelle Georges Didier Huberman, qui a écrit un bouquin en 2 tomes sur la question de l'angle des photos. Vous connaissez, comme nous tous, hein, les photos historiques, politiques qui sont recadrées, bah, c'est important, et il faut pas se dire que parce qu'on est dans le catch, c'est pas un témoignage de l'histoire et de l'histoire politique d'une certaine manière, au moins de santé publique. Et bien voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce nouveau Catchacast live, troisième du nom. Est-ce que j'oublie quelque chose, messieurs? Peut-être que la fatigue non, me fait oublier. on avait pensé lancer une petite chronique, mais je pense que là, il est 23 heures et Oui, on la lance la pour les prochaine. courageux qui sont encore avec On nous. a à discuter. Yes, Euh, donc pas de regret. très bien, très bien. Pas de regret non plus, Michael? Ça peut être un signe de la tête. C'est un signe de la tête. Mais qu'on t'entende quand même Ouais. pour terminer. Comme d'habitude, un grand merci. Et puis, pour ceux qui nous regarder en live, on se retrouve semaine prochaine, promis juré. Pas d'appel urgent, donc même heure, ça veut dire 20 h tout pile, promis. Et donc pour les autres, bah pareil, vous pouvez nous rejoindre si vous nous regardez en replay à 20 h. Et sinon, vous aurez toutes les infos, même si elles sont apportées par le magnifique Cody. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Prima, Kenny Omega! Sur la bannière en replay, et bien vous aurez toutes les infos, tout savoir où nous retrouver dans le monde merveilleux du Catchacast. Et puis sinon, bah si quand même, pour terminer joliment, un petit tour de table des copains avec comme qui dirait l'autre, votre vie, votre œuvre, sur où est-ce qu'on vous retrouve effectivement les uns les autres. Toi, Félix, toujours l'exception catchesque et The Alt Wrestling. Et Michael, toujours sur le site d'Origoto, qui, pour rappel, a un Patreon. Donc si vous voulez le soutenir, vous pouvez. Et si vous, en attendant de le soutenir, vous voulez avoir quelques très jolis fonds d'écran et visuels, vous en avez sur son DeviantArt, sur son site, etc. Mais soutenir les artistes, c'est pas mal aussi. Et bien voilà, chers amis, comme promis, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et amour et suplex. Ciao. Ciao. Ciao.